Bonjour, bonjour à Laurent Delmas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour aussi à nos auditrices qui sont en ligne avec nous ce matin. Nous avons le plaisir de recevoir Laurent Delmas pour une masterclass sur le film 1974, une partie de campagne de Raymond Depardon. Nous avons donc Laurent Delmas, qui est producteur sur France Inter, critique cinéma et directeur de l'ouvrage L'histoire du cinéma chez Larousse et qui vient de publier également chez Larousse le dernier livre, donc Depardieu hors norme, qu'on vous invite tous à vous procurer dans les librairies qui pratiquent le click and collect. Merci, bonjour Laurent. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là et je suis ravi surtout de vous parler de ce film documentaire, comme on dit. On pourra revenir sur documentaire, fiction, voilà. Mais c'est d'abord un film et c'est pour ça qu'on va en parler. C'est d'abord un film très beau, très intéressant, très singulier aussi, dans l'histoire du cinéma français, on peut le dire, et dans l'histoire du documentaire en France et même à travers le monde. C'est un film vraiment qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on en parle, qu'on le voit et qu'on le revoie. Et en plus, et on va la développer, c'est un film qui a eu, on va dire, une belle histoire ou une histoire mouvementée. Voilà. En plus de son contenu, il a lui-même en soi une histoire qui est tout à fait passionnante. 1974, une partie de campagne, c'est son titre. Réalisé en 1974, évidemment, sorti en 2002, d'abord sur Arte, puis dans les salles de cinéma. Voilà, ça c'est le petit suspense que je laisse pour l'instant. Réalisé en 1974, sorti en 2002, comme dirait l'autre, c'est pas banal. Alors, quelle est la genèse de ce film? Il faut vraiment avoir en tête que c'est un film de commande, c'est-à-dire c'est un film que quelqu'un a commandé à quelqu'un d'autre. C'est évidemment pas la démarche tout à fait habituelle, en tous les cas dans le cinéma que nous voyons en salle, qui en général ne procède pas d'une commande, mais procède de la volonté d'un cinéaste, d'un auteur, d'un documentariste de faire un film et puis de trouver les moyens financiers de le faire, de trouver ensuite un distributeur pour le proposer dans les salles, etc. Là, il s'agit d'un film de commande. Et le commanditaire, en quelque sorte, n'est pas n'importe qui. Le commanditaire s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Et il demande à Raymond Depardon, alors photographe, de réaliser un film sur lui parce qu'il va entrer en campagne électorale présidentielle. Giscard demande un film sur lui. Et Depardon lui répond, peut-être très intelligemment, certainement très intelligemment en connaissant Raymond Depardon, faisons plutôt un film sur votre campagne. Ce qui est déjà un tout petit peu différent. Je ne suis pas certain que Giscard d'Estaing ait absolument compris la différence que Depardon avait lui en tête, mais en tous les cas, Giscard accepte que ça soit un film sur sa campagne. À condition, en quelque sorte, que d'ailleurs tout ça ne coûte pas trop cher. Parce que justement, c'est un film de commande, c'est un film qui va être financé sur les frais de campagne de Giscard d'Estaing, et que, bien évidemment, il ne s'agit pas de lui attribuer un budget hollywoodien. Depardon, qui a très envie de faire le film, va donc lui proposer un budget extrêmement serré, où il ne se paye pas, et où il est accompagné uniquement d'un preneur de son, qui s'appelle Bernard Ortion, il faut retenir son nom quand même, qui sera de l'affaire le seul à être payé, à être rémunéré pour son travail, et l'équipe est ainsi constituée. Raymond Depardon, Bernard Ortion. Ce qu'il faut voir, bien évidemment, c'est que cela fait de Valéry Giscard d'Estaing, en quelque sorte, le commanditaire, le propriétaire du film. Ça aura son importance, bien évidemment, par la suite, parce que, contrairement à un autre film, Raymond Depardon n'est pas entièrement libre quant à la destinée et quant à l'utilisation, et, pour parler clair, quant à la sortie du film. Je crois qu'il faut quand même, parce que nous parlons du siècle passé, il faut quand même un tout petit peu, dans un premier temps, se souvenir, peut-être même apprendre à certains de nos jeunes auditeurs, ils auront bien de la chance, qui sont les deux hommes en question. Et d'abord, qui est Valéry Giscard d'Estaing en 1974 ? Je ne vais pas vous faire un cours de Sciences Po, mais quand même, c'est important de le savoir, parce que
c'est lui le héros du film, en quelque sorte. Alors, quand on voit un film d'1 h 30 sur quelqu'un, on a quand même envie de savoir un petit peu qui il est. Alors, Giscard d'Estaing, c'est un homme politique français, comme on dirait dans le dictionnaire Larousse. Il a été ministre à plusieurs reprises sous De Gaulle. Il y a eu un peu de bisbille. Il redevient ministre de l'économie et des finances sous le successeur du général de Gaulle, c'est-à-dire Georges Pompidou, comme président de la République. Et là, donc, il occupe ce poste très important dans la politique française, qui est le type qui tient les cordons de la bourse. Donc, ministre de l'économie et des finances. Et en même temps, politiquement, il a créé et il préside le Parti des Républicains indépendants. Et le Parti des Républicains indépendants, c'est à droite le parti qui essaye de secouer le cocotier de la droite française et de ravir au parti gaulliste, qui est le parti du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou, et qui est vraiment omniprésent, omnipotent, qui détient depuis des années les clés du pouvoir, du gouvernement et de la gestion de la France. Et Giscard d'Estaing a en tête de supplanter ce parti gaulliste et concrètement de devenir le nouveau président de la République française. C'est chez lui un projet manifeste. En 1974, Georges Pompidou décède alors qu'il est toujours président de la République. Ce décès entraîne évidemment une élection présidentielle qui n'était pas prévue, et à cette élection présidentielle se présente certes un candidat estampillé gaulliste, Jacques Chaban-Delmas, mais en face de lui, presque on pourrait dire naturellement, il trouve sur son chemin en quelque sorte, qui aurait dû être effectivement le candidat élu quasiment, hein, De Gaulle, Pompidou, Chaban, ça aurait été vraiment le continuum, et là il trouve face à lui un homme qui est Valéry Giscard d'Estaing et qui, lui, veut renverser la table, veut changer les choses, dit-il, et être, alors certes, en disant ça sera le changement dans la continuité, formule sur laquelle on s'interroge encore, même de nos jours, sur ce qu'elle veut dire réellement, mais ce devrait être le changement dans la continuité, c'est-à-dire en tous les cas clairement la disparition ou en tous les cas la relativisation du pouvoir gaulliste avec l'instauration concrètement d'un nouveau pouvoir qui serait le pouvoir giscardien. Donc, son but avoué, c'est de faire chuter la majorité gaulliste et de prendre la tête de l'Élysée. Voilà donc le portrait de cet homme-là, qui est né, je le dis, en 1926, qui n'a donc pas 50 ans à ce moment-là. C'est une donnée importante sur laquelle on reviendra. Face à lui, à côté de lui, devant lui à la caméra, on va dire, il a Raymond Depardon, né, lui, en 1942. Alors, Raymond Depardon, c'est quelqu'un qui a démarré la photographie depuis son petit village de Villefranche-sur-Saône dès l'âge de 18 ans. C'est quelqu'un manifestement sur qui la photographie est tombée comme une sorte à la fois de don, comme l'expression idéale qu'il a de voir le monde, de regarder le monde, de le sentir, de l'appréhender. Il est photographe dans l'âme, Raymond Depardon, véritablement, et sa carrière ira son chemin, mais il faut dire qu'il est à 18 ans donc embauché par une agence, l'agence Dalmas, agence de photographie. Il est déjà à cet âge-là embauché, ce qui prouve quand même qu'il avait un certain nombre de qualités pour le reportage photographique. Et dès ce moment-là, il fait un premier reportage, non pas à côté de chez lui ou à Paris, non, il fait un reportage au Sahara. Il va au Sahara. Rendez-vous compte quand même, à cet âge-là, premier boulot, premier reportage, il est vraiment plongé dans le bain de ce qu'est le photo-reportage de journalisme à l'époque, qui est, les années 70, c'est encore un moment où la photo qu'on appelle notamment de guerre, mais pas seulement, la photo de reportage a une importance qu'elle a, il faut bien le dire, un petit peu perdue de nos jours avec Internet, les réseaux sociaux, la multiplication des canaux, etc. La photo, à l'époque, reste encore un média très, très important. Un journal comme Paris Match, par exemple, chaque semaine, c'est vraiment le lieu des grands reportages photos avec des gens très connus, avec aussi je dirais, un pan de la profession qui est là aussi très connu, qui n'est pas forcément le pan le plus reluisant, mais auquel participent aussi parfois
par nécessité, mais aussi un peu par goût certainement, Raymond Depardon, qui sont les paparazzis. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté aussi photographe de people, le photographe qui essaye de traquer le scoop. Bref, la photographie à l'époque, c'est vraiment un pan très important de l'activité journalistique française. En 1966, fort de ses premières expériences, et plus qu'expérience, fort du métier qu'il a acquis, Raymond Depardon fonde avec quelques autres l'agence Gamma, très importante agence de photographie de presse, et il en deviendra même le directeur à la suite d'une scission, peu importe, ça n'est pas notre sujet. En 1969, 3 ans après, donc, il fait son premier film. Alors, c'est important parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un photographe, ça n'est pas forcément un cinéaste, et un cinéaste, ça n'est pas forcément un photographe. Ce sont deux arts, deux activités, deux talents, deux métiers différents. Et il y a des photographes qui ont vécu toute leur vie sans toucher une caméra. Il se trouve que Raymond Depardon a manifestement une envie de filmer. Et cette envie de filmer, il la concrétise par un premier court-métrage en 1969 où il filme les obsèques de Yann Palach, qui est un militant de l'Est qui s'est immolé, et il filme cette minute de silence qu'observe un pays entier pour ce jeune homme. Giscard demandera à voir le film, qu'il n'a pas vu autrement, et on sait effectivement que le film l'a suffisamment intéressé pour qu'il pense, ou il repense plus précisément à Raymond Depardon. Parce que la première rencontre, il faut y revenir, entre Raymond Depardon et Giscard d'Estaing, elle est initiée par Giscard d'Estaing, qui n'a pas forcément, peut-être à ce moment-là en tête, une commande, la commande à venir, mais qui, en tous les cas, s'intéresse de près au travail du photographe. On sait que la photographie est un art qui a intéressé Giscard d'Estaing et que, au fond, invité dans son ministère, en l'occurrence, il était encore à Bercy, qui, je le rappelle, parce qu'on le voit dans le film, Bercy n'était pas à Bercy, je fais une faute en disant ça, Bercy était au Louvre, et il occupait un pan entier du palais du Louvre. C'est incroyable, les bureaux du ministère des Finances à l'époque sont au Louvre, et on les voit beaucoup dans le beau film de Raymond Depardon. Donc, je fais une faute en disant Bercy, il est au Louvre, et il se rencontrent Giscard d'Estaing et Raymond Depardon. Puis, après la mort de Georges Pompidou, donc à un moment où là, pour le coup, la candidature peut être dans la tête de Giscard d'Estaing, et de façon très prégnante, puisque les élections, évidemment, doivent être organisées dans la foulée du décès prématuré de maladie de Georges Pompidou. Donc là, quand il le fait venir une seconde fois, quand Giscard fait venir Depardon, on peut imaginer qu'il a une idée en tête. Alors, ils prennent l'avion ensemble. Depardon ne comprend pas très bien d'ailleurs ce qu'il fait là. Il n'y a pas réellement de discussion entre eux, ils échangent comme ça. Au retour, ils sont allés à Chamalières, en Auvergne, dans la circonscription et la ville de Giscard d'Estaing. Au retour, il voit Giscard d'Estaing préparer un discours. Il ne sait pas ce que c'est. Il comprendra quelques heures après que le discours que rédigeait Giscard d'Estaing, c'était le discours de son entrée en candidature. Donc, il était déjà au cœur de l'histoire, en quelque sorte, mais là, il n'avait ni appareil photo, ni caméra pour le filmer, mais il comprendra ça rétrospectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que manifestement, effectivement, Giscard d'Estaing, à partir de ce moment-là, a envie de lui faire cette demande, a envie qu'un film soit tourné sur lui. Alors, on peut dire, sans trahir quoi que ce soit, et sans être déplaisant à l'égard du futur candidat Giscard d'Estaing, que l'une des motivations fortes de Giscard d'Estaing, outre de renverser la table, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il a à l'époque 48 ans. Et dans son esprit d'homme ambitieux, je pense que personne ne peut lui enlever cette qualité, l'ambition, dans son esprit d'homme ambitieux, devenir l'un des plus jeunes, voire le plus jeune président de la Ve République, ça, c'est évident, c'est pas très difficile parce que De Gaulle et Pompidou, bon, ils avaient leur âge,
mais quand même le plus jeune président, et parmi les plus jeunes présidents des républiques en France, 48 ans. C'est vrai que par rapport à l'âge moyen du personnel politique français de ces années-là, nous avons connu récemment un fort rajeunissement, mais de ces années-là, c'est effectivement un âge, vraiment, on n'a pas l'habitude que quelqu'un devienne président de la République 48 ans. Ce qui est très drôle, je le dis au passage, c'est que, et il y a un peu certainement de malignité, éventuellement, on pourra y revenir, de Raymond Depardon à ce propos, c'est que régulièrement, on verra pourquoi, Raymond Depardon filme la calvitie plus que naissante de Giscard d'Estaing pendant le film. C'est dire si c'est un jeune homme de 48 ans, mais qui a de la calvitie, ce qui est intéressant parce que voilà, ça montre qu'il a quelque chose qui le met dans une autre temporalité qui serait plutôt celle, sinon de la vieillesse, du moins de l'âge mûr. Cette calvitie, elle parle, voilà. Mais en tous les cas, ça n'est pas le propos de Giscard de la montrer, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui, ce qu'il voudrait, de la part de Depardon, c'est, sans le lui dire d'ailleurs forcément comme ça, sans l'exprimer comme ça, mais c'est de montrer sa jeunesse, dont il fait évidemment un atout, alors un atout intime et personnel, c'est son envie d'être président à 48 ans, mais on voit bien que c'est un discours politique qui est de dire, moi le jeune, je veux renverser le vieux, c'est comme ça qu'on appelait De Gaulle était mort, mais sa figure mythique et tutélaire est toujours là, et de renverser concrètement les vieux qui étaient précédemment au pouvoir. Du côté de Raymond Depardon, il y a clairement, évidemment, des références cinématographiques, photographiques. Et on ne peut pas faire l'économie de parler de la référence principale que Depardon a en tête, que Giscard a certainement en tête aussi, vu le soin qu'il prend à regarder ce qui se passe dans le monde autour de lui, sur tout ce qui concerne notamment la communication politique, parce que finalement c'est ça qui est aussi en jeu, c'est dans ce monde l'irruption très très forte de la communication politique. On n'en est pas encore à Jacques Séguéla, mais ça sera pour 7 ans plus tard, en 1981, où là, véritablement, la communication prend presque tout. Mais d'ores et déjà, dans ces années 70, évidemment, la communication est très présente et elle est un soin, un souci déjà dans la tête des candidats, même si tout n'est pas réellement codifié, verbalisé, même si on n'ose pas trop se l'avouer. Alors, il y a une référence, je le disais, qui a déjà quelques années, qui a une quinzaine d'années, c'est en 1960, un cinéaste américain qui s'appelle Robert Drew, avec d'ailleurs toute une équipe autour de lui, filme la campagne d'un jeune candidat démocrate qui s'appelle Kennedy. Et alors, il filme la campagne des primaires. Hein, nous sommes aux États-Unis, donc c'est la campagne des primaires. C'est pas la campagne électorale comme le fera Depardon. C'est la campagne interne au Parti démocrate qui va voir Kennedy gagner contre son dernier adversaire démocrate. Si ce document, si ce film est autant dans les têtes, c'est que c'est évidemment la première fois qu'un candidat, ou en l'occurrence des candidats d'ailleurs, puisque ce n'est pas un portrait de Kennedy, c'est vraiment une plongée dans la campagne des primaires, que des candidats acceptaient d'être filmés de près, tout le temps, quasiment, avec une immersion dans leur campagne qui n'était pas du tout, mais vraiment pas du tout, à l'ordre du jour à cette époque-là. On n'imagine pas, vous voyez, une caméra suivant De Gaulle. Bon, mais c'est pareil pour les autres. On n'imagine pas une caméra suivant les dirigeants soviétiques. Bon, tout ça était absolument hors de propos, hors de question. Les caméras étaient là quand on les y invitait et on leur fermait la porte au nez quand on voulait leur fermer la porte au nez. L'engagement, effectivement, des démocrates américains, des politiques démocrates américains, c'est un engagement des années 60 où effectivement il y a une réflexion sur ce qu'on va appeler le cinéma vérité, qui va se faire dans des conditions techniques effectivement assez particulières, en son direct. Ça c'est très important, on pourra y revenir sur la notion de son direct. Pourquoi c'est important? Mais parce que évidemment il y a l'image, mais il y a aussi tout ce qui se dit, et Dieu sait si en politique ce qui se dit est important. Évidemment l'image fait image, mais le son est important aussi. Donc le son direct, c'est très important.
Pour le cinéma vérité américain, il y a l'usage de plusieurs caméras. Sur le film qui s'appelle Primary, donc, il y a parfois 6 opérateurs, 6 caméras en même temps qui filment, et donc d'où la notion de vérité, c'est-à-dire de prendre le plus possible de choses. Bon. Comment dirais-je, autre marqueur de ce cinéma-là, il n'y a pas de commentaire. Ça, c'est très important aussi parce qu'on avait jusqu'à présent plutôt l'idée et les exemples d'un cinéma documentaire où il y avait une voix off, souvent, ou des témoignages face caméra. On posait des questions, c'était un jeu de questions-réponses, puis on les illustrait par des images, puis on revenait aux questions-réponses, et puis on faisait une petite partie de commentaires off pour expliquer les images. Là, il y a l'idée qui sous-tend tout ça, que les images se suffisent à elles-mêmes, surtout si elles ont en plus, si elles sont, ça se suffit à soi-même. Et si ça se suffit à soi-même, c'est parce qu'on décide de faire quelque chose qui peut paraître d'une banalité affligeante, mais de faire confiance au spectateur. C'est-à-dire de lui montrer des choses, et puis c'est à lui de se faire son idée, son opinion, son sentiment par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Je ne vais pas dire que c'est une révolution, les documentaristes précédents faisaient confiance à leurs spectateurs, mais disons qu'il y avait cette idée qu'il fallait peut-être plus prendre par la main, et puis au fond aussi montrer des choses qu'on avait envie de montrer, et peut-être pas d'autres, et amener le spectateur à penser que. Bon. Ce qui fait par exemple aussi que ces cinéastes-là, et ce cinéma vérité-là, américain, je le dis bien, hein, c'est une référence, c'est pas pour de pardon, il ne s'inscrit pas totalement dans ce courant-là, mais c'est une référence, et pas que pour de pardon à l'époque. Il faut quand même pas oublier, et ça sera quelque chose qui sera récurrent dans ce regard sur le film de Depardieu, il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a forcément, même avec 6 caméras, et peut-être même plus encore avec 6 caméras, même avec la volonté de ne pas imposer un regard, il y a forcément un regard, celui du cinéaste, et que le refus de s'engager, qui était prôné par les cinéastes américains, a ses limites. De même que, quelle que soit la façon de faire les films dont on vient de parler, il y a évidemment la fameuse étape, l'étape la plus secrète, la plus cachée, celle qui se fait dans des petites pièces sombres, sans lumière, qui est celle du montage. C'est une étape que l'on oublie toujours, qui est la cuisine du cinéma. Mais bien évidemment, il n'y a pas tous les films que nous voyons sont des films montés, c'est-à-dire qu'ils procèdent d'une écriture, d'une réécriture, même, par exemple, peut-on dire, par rapport à la réalisation. François Truffaut disait, pas un documentariste, mais c'est un grand cinéaste, François Truffaut disait qu'on réalise son film contre le scénario et qu'on monte son film contre la réalisation. Il ne s'agit pas dans son esprit de faire du cinéma une pratique totalement guerrière, quoique, mais de montrer en tous les cas qu'il y a 3 étapes, le scénario, la réalisation et le montage, et que ces 3 étapes, loin d'être une sorte de long fleuve tranquille qui ferait qu'au fond, le cinéma, ça n'est que l'adaptation d'un texte écrit en images, qu'au contraire, ces 3 étapes-là cognent entre elles. Alors, il y a moins de scénarios, voire pas de scénarios, évidemment, dans le documentaire, mais, en revanche, il y a une énorme étape de montage, souvent, enfin pas souvent, générée en plus par le fait que, et ça les caméras numériques renforcent de nos jours cet état des choses, c'est qu'il y a beaucoup de choses tournées et que, évidemment, on ne peut pas tout montrer. Alors il va falloir choisir, monter, c'est choisir, et proposer un film, c'est avoir choisi de montrer les choses. Et quand on choisit, eh bien forcément, il y a une subjectivité qui se met évidemment en place. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'esprit de Raymond Depardon, c'est au fond le premier temps d'un mouvement où il voudra montrer le fonctionnement de certaines institutions qu'il juge secrètes. On y reviendra peut-être sur sa filmographie ultérieure, mais il y a cela chez lui, cette conscience, cette envie
d'aller au-delà, effectivement, des apparences, des choses que l'on voit tous les jours, à côté desquelles, finalement, peut-être on passe, mais qu'on ne voit pas. Nous y reviendrons. Évidemment, si l'on parle de référence, l'autre référence de Raymond Depardon, peut-être d'ailleurs plus encore que celle du cinéma vérité de Puri, c'est le cinéma de Frederick Wiseman, très très grand documentariste, toujours vivant, qui vient de nous proposer encore, hélas, juste avant le confinement, donc le film n'a pas été beaucoup vu, mais un très beau, très long et très beau documentaire qui s'appelle City Hall sur la ville de Boston et sur le maire notamment de Boston, avec un cinéma, alors là vraiment, dont effectivement l'approche est vraiment celle de Depardon, c'est-à-dire pas de commentaires et la volonté de montrer comment les choses se font et comment les choses se passent. Vraiment le cinéma de Wiseman, qui a commencé en 1967, comme par hasard, dans les mêmes années, dans un hôpital pour aliénés en l'occurrence, et de montrer ce lieu caché, supposé caché, c'est ce qu'a fait Wiseman. Alors, Depardon se donne donc en quelque sorte des mots d'ordre. Il se donne une auto-feuille de route, en quelque sorte, pour faire ce qu'il a envie de faire, dans le cadre de la commande. Hein, d'ailleurs, il n'y aura pas de discussion entre Giscard et lui. En tout cas, Giscard accepte les choses telles que les souhaite Depardon. Est-ce qu'il a complètement conscience du résultat? Je n'en suis pas certain, mais en tous les cas, il accepte. Ça veut dire donc qu'il n'y aura pas, on ne coupera pas dans la réalisation, hein, j'entends, c'est-à-dire qu'on filmera dans la continuité, on laissera la caméra tourner. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, contrairement par exemple à ce que fait la télé, le reportage télé pour les journaux d'information, etc., où on finit par couper très très vite parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut aller vite, parce que ce qui intéresse, c'est la petite phrase, le petit moment, etc. Depardon le dit, moi je filme et je laisse ma caméra tourner. Donc on filme dans la continuité et on essaye le plus possible de se fondre dans le paysage pour être oublié et pour ne pas apparaître effectivement comme ceux qui filment et comme un procédé, un processus qui est quelque part anormal. D'ailleurs, pour essayer de se fondre un peu plus dans la masse, Depardon et son preneur de son prétendront régulièrement qu'ils sont une équipe de télévision canadienne. Ce qui est assez habile, évidemment, la télévision, tout le monde connaît, etc. Mais en plus de dire qu'on est une télévision étrangère, ça vous donne une sorte, c'est pas grave au fond. On a l'impression que ça ne sera pas diffusé, ou que c'est diffusé loin au Canada. Alors, tout ça n'a pas beaucoup de. Ça perd de son. Peut-être, quand on voit une caméra de télé, même à l'époque, on dit oh là là, ça peut être embêtant. Là, on prend de la distance. Et au fond, ce qu'on voit, c'est que très intelligemment, très habilement, Depardon met au service de son film, au service du documentaire, son expérience de photoreporter. C'est-à-dire que lui qui a quand même traversé des zones de combat, hein, l'Algérie, le Vietnam, enfin, c'est ce qu'on appellerait un baroudeur, mais au bon sens du terme, c'est pas une sorte de tête brûlée, mais enfin, c'est quelqu'un qui a vécu des choses à la fois très dures, des conflits armés, qui a risqué sa peau. Hein. L'homme avec lequel il a fondé l'agence Gamma, il s'appelle Gilles Caron, et Gilles Caron est mort très très jeune sur un théâtre d'opération. Donc, Depardon, c'est quand même quelqu'un qui a vécu des choses extrêmement dures. Et pour le coup, c'est pas une campagne électorale qui va l'effrayer, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne meurt dans une campagne électorale, fort heureusement. En tous les cas, en France, dans un contexte démocratique, on ne pourrait peut-être pas dire ça de tous les pays dans le monde, hélas. Mais en France, il n'y a pas de notion de risque. Bon, donc, mais il le fait en même temps en ayant certainement en tête cette pratique, en quelque sorte, du photojournalisme. Entrons dans le film, et ce qui frappe immédiatement, c'est, sinon le décalage, du moins la singularité des premières images. Les premières images nous montrent de dos un homme en complet veston qui marche dans la forêt. Et il est seul. Il est totalement seul. Et c'est une forêt.
Or, le film s'appelle Une partie de campagne. Bon, alors, on verra pourquoi le film s'appelle Une partie de campagne, mais et on sait que c'est Giscard d'Estaing. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces premières images? On nous vend 1974 quand le film sort. Enfin, si le film était sorti à l'époque, tout le monde aurait compris qu'il s'agissait de l'année d'élection de Giscard d'Estaing, on le sait, etc. Et on montre un homme seul qui marche dans la forêt seul. Ça n'a pas de sens, ça n'est vraiment pas ce qu'on est venu voir, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend. Or, avec ces images, qui rejoignent les dernières images du film, où on voit un homme seul, Giscard d'Estaing, monter dans un ascenseur seul pour rejoindre un appartement. Or, ces images, elles disent, et c'est évidemment là où on voit que Raymond Depardon ne fait pas que filmer, il propose quelque chose. Ces premières images, où Giscard d'Estaing est seul en forêt avec son chien, elles montrent que ce à quoi nous allons assister, c'est un film qui pourrait s'appeler La solitude du candidat de fond. De même qu'il y avait un film qui s'appelait La solitude du coureur de fond, puis un autre film de Chris Marker sur Yves Montand qui s'appelait La solitude du chanteur de fond. On pourrait là voir la solitude du Giscard de fond, ou du candidat de fond, ou de l'homme politique de fond. Mais le moins important, c'est solitude. Et c'est le maître mot, ou l'un des maîtres mots en tous les cas du film. Et c'est, quoi qu'il en soit, un paradoxe. Et je suis même certain, que sans que Giscard d'Estaing ait jamais dit frontalement à Raymond Depardon « filmez-moi seul », je pense que Giscard d'Estaing a organisé régulièrement des mises en place pour se montrer seul. Et son propos d'homme politique très malin, d'homme politique très ambitieux et très sûr de ce qu'il fait, c'est effectivement de se faire représenter alors là, vraiment, on est dans le film de commande, hein, dans la tête de Giscard d'Estaing, il faut quand même essayer de s'y mettre, de se faire représenter le plus souvent possible, seul. Alors dans le film, on va le voir seul dans sa voiture, seul intervenant dans un meeting, seul au centre de lieutenants beaucoup trop bavards. Et puis, la scène de solitude absolue ou quasiment absolue, c'est l'une des scènes mythiques de ce film. C'est la scène où, dans son magnifique bureau, non pas de Bercy, mais du Louvre, au ministère des Finances, Giscard d'Estaing se laisse filmer seul durant les heures et l'heure et la minute précise où on lui apprend, où il découvre qu'il est président de la République française. Il est seul dans son bureau. Il a un conseiller au téléphone régulièrement, il a la télé, il a la radio, mais il est seul. Avec un tout petit bémol, que ceux qui ont déjà vu le film auront peut-être vu, ceux qui le reverront sont priés d'être attentifs à ce moment-là. C'est le seul moment du film où on voit Raymond Depardon et son opérateur, et son preneur de son, pardon. Pour la bonne et simple raison que dans les grands bureaux du Palais du Louvre, il y a des très grands miroirs. Et que quand vous filmez quelqu'un devant un miroir, forcément, même si vous y prenez le mieux possible, on finit par vous voir. Et donc, il y a un moment où on voit Raymond Depardon en train de filmer Giscard d'Estaing dans ce miroir. Bon. C'est le moment, c'est intéressant, parce que, et Depardon aurait pu enlever le plan, il ne l'enlève pas de son montage, et il a raison, parce que c'est une sorte, d'abord, vous savez, c'est comme quand les peintres se représentent dans les tableaux flamands, autres, un petit personnage tout au fond, voilà, ils se représentent. Le peintre est là, et c'est important de dire que l'artiste est là, que l'auteur est là. Parce que parfois, on pourrait oublier, on pourrait dire, oui, tiens, Giscard d'Estaing est seul dans son bureau. Non, Giscard d'Estaing n'est pas seul dans son bureau. Il a
2 personnes avec lui. Bon. Mais il est symboliquement seul. Et c'est cet instant-là que Raymond Depardon prend avec, évidemment, un plaisir, une délectation, parce que, à ma connaissance, c'est quand même un moment assez unique. En général, le candidat est entouré par sa femme, ses enfants, son chien, sa maîtresse qui est au fond, qu'on ne voit pas, de son équipe électorale, etc. Bon, là, il est seul. Alors, il est seul, quoi? Ben, évidemment, il est seul dans l'esprit de Giscard d'Estaing, face à l'histoire, face à son destin. C'est la mise en scène la plus forte qu'il puisse y avoir dans ce moment si particulier, effectivement, de la vie politique française, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel, et que, tel que De Gaulle l'a bâti, c'est vraiment la rencontre de ce qu'on appelle l'homme de la nation avec la nation. Mais entre la nation et l'homme de la nation, il ne doit y avoir personne. C'est un dialogue, c'est une rencontre, et la solitude de l'un doit rencontrer la nation en bloc face à lui. Ça, Giscard d'Estaing, en quelque sorte, avec le truchement, l'accord de Depardon, le met en scène, on ne va pas se raconter d'histoire, on est quelque part là, effectivement, bien dans le film de commande, mais en même temps, c'est politiquement, symboliquement, quelque chose d'extrêmement important, que, d'ailleurs, Giscard d'Estaing, quelque part, je ne sais pas s'il a pensé, refera d'une façon extrêmement maladroite, parce qu'il n'est pas Raymond Depardon, au moment de son départ, quand il a perdu les élections en 1981, il se met en scène à l'Élysée dans un décor qui ressemble assez d'ailleurs à celui de son bureau du Louvre. Il se met en scène, il est derrière son bureau, il dit voilà, qu'il a perdu, qu'il souhaite bonne chance, on ne croit pas à son successeur, etc. Bon. Et il se lève et il met en scène son départ. La Marseillaise part, etc. Mais tout ça est très mal rythmé, très très mal filmé, très mal cadré, très mal mis en scène. Et ce moment de solitude qu'il voulait incarner a fait quasiment, à part ses très proches supporters, a fait rire la France entière. Et vous savez régulièrement qu'on revoit ces images à la télé. Dès lors que quelqu'un veut dire au revoir à la télévision, allez, on passe Giscard d'Estaing et tout le monde rigole. Bon. Mais à contrario, on ne rigole pas quand on voit le film de Raymond Depardon, même si on sourit parce que c'est très plaisant à voir, mais c'est très étonnant la façon dont ces 2 moments de solitude rythment en quelque sorte la carrière politique de Valéry Giscard d'Estaing. Seulement, l'un est filmé par quelqu'un qui sait le faire, et le dernier moment devrait être filmé d'ailleurs par quelqu'un qui sait le faire, qui est Giscard d'Estaing, qui sait se mettre en scène, c'est le moins qu'on peut dire, mais c'est raté. Il y a il y a des absents dans ce film, face à cette solitude. On verra ces absents. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement cette mise en scène de la solitude, avec un conseiller qui brise un peu cette solitude, qui est Michel Poniatowski, qu'on voit régulièrement, qui est l'homme lige, le complice, le témoin, qui est certainement à la fois l'homme des hautes et des basses manœuvres de Giscard d'Estaing. Mais il reste, quoi qu'il en soit, cette solitude avérée. Et en quoi c'est paradoxal? C'est parce que, bien évidemment, la solitude d'un candidat à une élection présidentielle, ça ne peut pas exister. Il n'est réellement et quasiment jamais seul, sauf peut-être dans son lit la nuit. N'en disons pas plus. Mais il n'est jamais seul, un candidat. Un candidat, c'est... il y avait par exemple Lionel Jospin, qui au cours de sa campagne présidentielle, où il a échoué dès le premier tour, on s'en souvient, il racontait ça. Il a dit à un moment à son équipe, en quelque sorte, lâchez-moi. Donnez-moi de l'air. Il faut impérativement que vous me laissiez vivre quelques minutes, voire quelques heures par jour, sous-entendu seul avec moi-même, tellement une campagne électorale, c'est effectivement un rythme incessant et certainement pas
certainement pas de la solitude. Euh, mais en même temps, c'est de la mise en scène. Parce que qui peut être sûr, personne, que s'il n'y avait pas ce film de Raymond Depardon, qui peut être sûr que Giscard aurait été vraiment seul? Qui peut assurer qu'à ce moment-là, il n'aurait pas eu au moins son âme damnée avec lui, Poniatowski, qui l'appelle d'ailleurs au téléphone de façon permanente. Donc on se dit, si le pardon n'avait pas été là, s'il n'y avait pas le projet de mettre en scène cette solitude, il est vraisemblable que Giscard d'Estaing n'aurait pas été seul. Donc, c'est une solitude mise en scène et c'est une solitude instrumentalisée. Mais on voit bien en quoi on rejoint là tout à fait que l'idée que, évidemment, un film, ça n'est certainement pas la vérité, toute nue, toute crue, ça n'existe pas, et qu'il y a chez les deux, chez Giscard comme chez Depardon, au fond, une volonté d'être l'auteur, évidemment, d'un film. Et qu'ils sont tous les deux, quelque part, effectivement, co-auteurs de ce film, tellement l'un a un projet documentaire, l'autre a un projet politique. Ces deux projets, en l'occurrence, qui sont pas forcément, qui veulent pas dire forcément la même chose, hein, soyons clairs. C'est-à-dire que quand on a taxé de Raymond Depardon de giscardisme, c'est une bêtise sans nom. Les deux projets ne vont pas de pair, mais ils sont comme deux trains qui vont dans la même direction, mais sur des rails différents, mais qui vont dans la même direction au moins pour un temps. Tant et si bien d'ailleurs que cela, Raymond Depardon l'a dit bien après, pas sur le moment, où il s'est assurément interdit d'avoir un avis, un regard, c'est un peu le jeu de la commande. On ne peut pas cracher dans la soupe, on ne peut pas dire trop de choses quand on a reçu une commande, c'est normal. Les nombreux cinéastes qui font des films publicitaires pour gagner leur vie, vous n'allez pas les entendre dire du mal du shampoing ou de la voiture qu'ils ont filmé. Bon, c'est normal. En revanche, le temps aidant et l'attitude de Giscard d'Estaing aidant, Raymond Depardon s'est un peu lâché. Donc, dans les colonnes de Libération, bien des années plus tard, il a dit, je le cite, Valéry Giscard d'Estaing n'oublie jamais la caméra. C'est un grand acteur, un séducteur et un manipulateur. Voilà ce qu'a dit Depardon sur Giscard d'Estaing pendant le film. C'est des mots très importants. Hein. Grand acteur, on est donc dans la fiction. Séducteur, on est donc dans là aussi dans la fiction et dans la volonté de séduire. Et la manipulation, on n'est pas loin de la politique et de la volonté là aussi de séduire de façon avérée, consciente et qui montre effectivement qu'il y a derrière tout ça un projet. Alors évidemment, Depardon, parce que c'est son job aussi, il ruse avec ça. C'est-à-dire que bien évidemment, c'est pas un réceptacle à image et c'est pas le réceptacle pur des intentions de séduction, de manipulation de Giscard d'Estaing. Raymond Depardon, on peut lui faire confiance pour être là, en quelque sorte, et pour être là où on ne l'attend pas forcément, et où surtout Giscard ne l'attend pas. Alors par exemple, Depardon l'a raconté, il a évidemment continué à laisser tourner sa caméra à certains moments en laissant penser à Giscard d'Estaing et aux autres autour que sa caméra ne tournait plus. C'est-à-dire qu'il s'est mis lui-même en situation d'être ce photographe reporter de guerre qu'il est et qui sait très bien que tant qu'on est là, il faut photographier, il faut filmer parce que tout peut se passer et que bien évidemment, il ne s'agit pas de demander en permanence à celui ou à celle qu'on filme, est-ce que je peux filmer? Est-ce que je peux? Là, ça ne vous embête pas? Non, c'est pas comme ça. Le contrat, c'est que la caméra tourne. Et même si l'autre ne le sait pas. Alors, on ne connaît pas la réaction de Giscard d'Estaing à ce genre d'épisode que raconte Depardon, c'est-à-dire quand il a laissé tourner la caméra. Mais on peut se demander si, au fond, Giscard d'Estaing n'était pas complice jusqu'au bout de cela aussi, en se disant que, certainement d'ailleurs aussi, car il faut avoir ça en tête, c'est plus commode de se laisser filmer quand on est le commanditaire et que quelque part,
on sait qu'on aura, sinon le final cut, comme on dit à Hollywood, c'est-à-dire l'idée que le film, au fond, sera le reflet de ce qu'on a envie de montrer, mais qu'en tous les cas, si vraiment Depardon en fait trop dans la liberté, dans le Giscard d'Estaing bloquera les choses. Ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête pendant tout le processus du film, au sens où ça donne à Giscard d'Estaing, évidemment, une assez grande liberté, la liberté finale étant de pouvoir dire je m'oppose à la sortie du film. Ce qui est donc en cause et ce qui fait le poids, l'intérêt énorme de ce film, c'est ce dont on vient de parler, c'est que face à ce réservoir d'images, cette grande banque d'images qui est forcément le film de Depardon, c'est qu'il va y avoir cette étape dont nous parlions tout à l'heure, qui est le montage, qui se fait avec, je crois qu'il faut le citer, parce que c'est une étape importante, quelqu'un qui s'appelle Bruno Zincone, et dont Raymond Depardon a dit, là aussi, un peu plus tard, avec une grande, je dirais, une grande lucidité et un grand intérêt pour nous, il a dit, c'est à ce moment que je suis devenu cinéaste. J'ai assumé mon point de vue. Je trouve ces deux phrases très, très importantes. D'abord parce que ça montre qu'effectivement, 1974, une partie de campagne, c'est à la fois le premier film de Raymond Depardon, mais c'est une sorte pour lui de manifeste, de film manifeste, même si c'est un film de commande. On retrouve la touche de Depardon, ce que voudra montrer Depardon. Le film transpire le Depardon à tous les instants, il transpire le Giscard, mais il transpire le Depardon en permanence également. Et que, évidemment, il nous dit aussi, dans une seconde phrase, j'ai assumé mon point de vue. Ça, c'est très important, parce qu'évidemment, une fois de plus, ça met en cause cette idée qu'il y aurait une objectivité, que tout ça, c'est du reportage, comme on fait éventuellement un reportage sur la transhumance des moutons en basse et Haute-Provence. Bon, non, bien évidemment. On peut faire un reportage sur la transhumance des 10 moutons et de façon quasiment objective. Et en même temps, on sait bien, il y a un reportage à faire du point de vue du chien, du point de vue du berger, du point de vue des moutons. Ça fait déjà, et du point de vue de ceux qui regardent passer le troupeau. Bon, donc déjà, ça fait 4 points de vue. Donc, il faut choisir. Bon, eh bien, ce que dit Raymond Depardon, là, c'est qu'il a choisi son point de vue, et qui, une fois de plus, n'est pas un point de vue, c'est pas un point de vue militant. Je pense que, très honnêtement, c'est pas le problème de Raymond Depardon. La politique n'est pas son problème. Son problème, Raymond Depardon, lui, c'est un cinéaste. Et son problème, c'est d'abord comment je montre cette réalité-là. Comment je la montre, moi, cinéaste. Quelle est ma responsabilité des images que je montre, mais surtout comment je les montre et comment je les monte. Montrer, monter, montrer, monter. C'est les deux verbes extrêmement importants. Alors, on va creuser d'autres enjeux, évidemment, mais je pense qu'à ce stade-là, vu le nombre de choses qu'on vient de dire sur ce que veut Giscard, ce que veut Depardon, il est un peu temps de dire quand même quelle a été la réaction de Giscard d'Estaing quand il a vu le film. Parce que c'est là où c'est là l'histoire du film, et l'histoire dans l'histoire. Et elle est évidemment à la fois intéressante, passionnante et amusante, comme toutes les histoires. Giscard a vu le film 4 fois. Une fois le film monté. La première fois, c'était à l'Élysée. Il est élu, bien sûr. Le montage prend quelques semaines. Il est élu. Et puis, il y a une salle de production à l'Élysée, hein, salle de cinéma. Donc, on lui montre le film. Raymond Depardon lui montre le film en sa présence. Et il est très content. Il est très content, même si Depardon sent que ce n'est pas tout à fait le cas de l'entourage. Il sent de l'entourage, il sent pas. Bon. Mais Giscard d'Estaing, lui, est tellement content qu'il parle même à Depardon de contacter UGC pour la distribution du film dans des salles, et qu'il va même jusqu'à dire les bénéfices, c'est l'ancien ministre de l'économie et des finances qui parle, le bénéfice des recettes des spectateurs seront reversés aux bonnes œuvres de l'Élysée. C'est dire si vraiment il est dans une configuration de le film va sortir, et en plus, persuadé qu'il y aura des spectateurs,
et que ça ira tout ça aux bonnes œuvres. Bon, vous imaginez bien l'état de satisfaction de Depardieu, qui se dit, bon, c'est fait. Et puis, il y a une nouvelle projection, quelques temps plus tard, pas très longtemps après, dans un club privé, une salle de projection privée des Champs-Élysées, qui appartient à Claude Lelouch. Et là, ça se dégrade. Là, il sent très nettement que bon, l'entourage est encore plus peut-être vent debout, mais que Giscard d'Estaing lui-même vacille, qu'il n'est pas... il sent que des choses lui ont échappé, et que des choses sont montrées qu'il n'aurait peut-être pas envie forcément de montrer, et pas seulement sa calvitie, bien sûr. Mais que tout ça commence à être un peu peut-être embêtant. Troisième projection, dans un autre lieu, ailleurs. Là, Michel Poniatowski et Dornano, qui sont deux des proches conseillers, disent clairement que vraiment, c'est pas possible. Ça ne peut pas, vraiment, c'est inimaginable. Et à ce moment-là, Depardieu sent que Giscard d'Estaing est clairement en train de basculer dans le camp des contres. Il y aura une quatrième projection, à la fin de laquelle Giscard d'Estaing se tournera vers Raymond Depardieu et aura cette formule qui est, hélas, qu'on connaît tous, et Giscard d'Estaing dit à Depardieu, écrivez-moi. Là, évidemment, ça sent le sapin, de quand on commence à dire à quelqu'un avec lequel on travaille, écrivez-moi, c'est assez foutu. Bon. Depardieu le comprend comme ça. Quelques 5 ans se passent quand même, hein, donc Depardieu l'a compris. Hein. 5 ans se passent, le film reste dans les tiroirs, mais Raymond Depardieu, au bout d'un moment, se dit c'est pas possible, quoi. Ce film il existe, il est là, il est fait, il faut le montrer. Il prévient l'Élysée, on est en 79, hein, 2 ans avant la nouvelle élection présidentielle. Et là, l'Élysée fait très clairement savoir à Raymond Depardieu que toute sortie du film entraînera une saisine de la justice par la présidence de la République, et par Giscard d'Estaing, qui s'opposera, comme il en a le droit, hein, effectivement, comme il en a le droit absolu, qui s'opposera à la diffusion du film. Pour la petite histoire, on apprend aussi que Charles Aznavour était vent debout contre le film, parce qu'effectivement, il y a un moment dans le film très important qui est le dernier grand meeting de la campagne de Giscard d'Estaing avant le second tour, qui se fait à la porte de Versailles, et où on a demandé à Aznavour de chanter le chant du départ, qui est le chant de la campagne de Giscard d'Estaing, mais il le fait au moment où Giscard d'Estaing arrive. C'est-à-dire que les images de Depardieu sont assez cruelles, il faut bien le dire. C'est Aznavour chantant pour personne, puisque tout le monde est en train de regarder le candidat qui arrive et personne n'écoute, et personne ne regarde Aznavour. Là, on est plutôt dans la solitude du chanteur de meeting de fond, filmé par Raymond Depardieu. Et ça n'a pas plu du tout à Aznavour. Les images, effectivement, sont un peu tristes pour ce grand chanteur, d'être à ce point-là oublié par la foule dès lors que Giscard d'Estaing arrive. Et donc, Depardieu comprend à ce moment-là que finalement Giscard d'Estaing n'a plus qu'un projet, en quelque sorte, pour le film, c'est qu'il soit déposé aux archives nationales et qu'il fasse partie des archives de l'Élysée, lesquelles, on le sait, ne sont consultables que bien des années plus tard. Une fois le président parti, une fois même le président décédé, enfin. Donc ça, c'est un enterrement de première classe du film. Ce serait un enterrement de première classe du film au moins pour les contemporains, pour nous, voilà, pour ceux qui ont connu Giscard d'Estaing, etc. Cette volonté de Giscard, ce serait le renoncement à la sortie du film et le renoncement à l'existence même du film. Alors, ce qui est très drôle à ce moment-là, c'est que, évidemment, tout cela se sait, et qu'on est à un moment où, fin 1979, début 80, bientôt 1980, la gauche française vibrionne, la gauche française manifeste tous les samedis contre le pouvoir giscardien, le plan Barre, l'économie, le chômage, etc. Et que quand la gauche française apprend
que Giscard d'Estaing censure un film, alors là, c'est du pain béni, on y va. Et le film devient, ça c'est très étonnant, ça fait rire Raymond Depardon le premier, le film devient un film de gauche, puisqu'il est la cible du pouvoir de droite. Donc ça devient forcément un film de gauche. Alors que jusqu'à présent, il faut bien le dire, on ne l'a peut-être pas assez dit jusque-là, mais il y a des gens qui se sont détournés de Raymond Depardon parce qu'il avait tourné ce film avec Giscard d'Estaing en le traitant de giscardien. Et notamment, le premier monteur qu'il avait contacté lui avait dit non, moi je ne monte pas ce film de propagande giscardienne. On était vraiment, on a peut-être du mal à se remettre dans le contexte de l'époque, mais c'était un contexte droite-gauche fort. Et c'est très étonnant de voir comment ce film taxé de giscardisme devient le parangon de la censure giscardienne et donc de gauche parce qu'il ne sort pas. Voilà. C'est évidemment comment dirais-je, un destin singulier et qui trouvera, alors je le dis tout de suite, trouvera sa résolution bien des années plus tard, quand une journaliste française, Christine Masson, jouant de son entre-gens, ses relations, et puis aussi, quelque part, la volonté de Giscard d'Estaing, qui décide, tout d'un coup, comme ça, de dire « je laisse le film sortir ». À une condition, c'est que le film sorte sur Arte, d'abord, à la télévision, et que je puisse le présenter pendant 10 minutes. Et puis après, le film pourra sortir en salle sans cette présentation. C'est d'ailleurs à ce moment-là que, une fois l'accord de Giscard obtenu, en quelque sorte, et le blanc-seing de Giscard levé, c'est à ce moment-là que la réflexion se fait sur le titre du film, qui dans l'esprit de Depardon, devait porter le titre de 50 et quelques pourcents, qui était le pourcentage réalisé par Giscard d'Estaing au second tour pour l'emporter à l'Élysée. Ce titre ne plaît pas à Giscard d'Estaing, et finalement, il s'accorde sur 1974 une partie de campagne. Alors, disons-le quand même, c'est une double référence, cette partie de campagne, qui est donc du coup un peu un jeu de mots, puisque une partie de campagne, c'est le titre d'une nouvelle de Guy de Maupassant, et c'est l'auteur préféré, on le sait, de Giscard d'Estaing, donc il était tout à fait d'accord et volontaire pour que le film porte un titre de Maupassant, et que du côté de Depardon, c'est une référence à le sublime moyen-métrage qu'en a fait Jean Renoir, qui s'appelle Partie de campagne, et qui est certainement l'un des plus beaux films de Jean Renoir, étant entendu que ni chez Maupassant ni chez Renoir, il y a la moindre allusion à la politique, à quoi que ce soit, qui a un lien avec le contenu du film de Raymond Depardon. C'est donc un petit jeu de mots, un clin d'œil, tout ce qu'on voudra, mais ça montre juste que jusqu'au bout, en quelque sorte, le poids du Giscard d'Estaing aura été présent, et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la détermination du titre du film, il aura été présent et il aura imprimé sa marque. Mais ce qui, une fois de plus, n'est pas tout à fait étonnant et ne doit pas nous surprendre quand on est un commanditaire. Alors, il faut quand même insister maintenant, une fois qu'on a un petit peu dévoilé cette cuisine, sur le fait qu'il y a quelque chose qui frappe dans ce documentaire politique, quoi qu'il en soit, c'est que, et alors ça vraiment c'est la volonté de Raymond Depardon, le discours politique n'a quasiment aucune importance. On ne voit à aucun moment, Giscard d'Estaing parler de politique. On ne voit à aucun moment Giscard d'Estaing parler de ce qu'il va faire, de son projet, de sa volonté de transformation, de aucun moment. À chaque fois qu'il commence un discours dans un meeting, Depardon coupe et s'intéresse à autre chose. Ça, c'est quand même très étonnant,
Parce qu'évidemment, on ne s'attend pas à ça. Et je pense, entre nous soit dit, que Giscard d'Estaing ne s'attendait pas tout à fait à cela. Même si, et là, on revient à l'une des autres scènes mythiques du film, c'est entre les deux tours. Giscard d'Estaing est avec ses conseillers, Pognat, Dornano, etc. Et il leur dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour le deuxième tour? Et eux commencent à répondre, il leur dit, non, taisez-vous, je vais vous le dire. Bon. Enfin, en tous les cas, je vais vous dire ce qu'on pourrait faire. Et alors, il y a ce moment extraordinaire où il dit, on pourrait faire deux choses. La première chose, ce serait de ne rien faire. Et là, il théorise de façon extrêmement brillante sur le ne rien faire. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Hein. Le gars est peut-être président de la République et il dit, pour gagner, le mieux, c'est de ne rien faire. Et le pire, c'est qu'il a raison. Parce que, effectivement, mathématiquement, la droite est majoritaire. Pas énormément beaucoup, d'ailleurs, on verra au résultat final, mais ces voix, Giscard, plus Chaban, plus Royer, plus Le Pen, c'est plus que Mitterrand, qui est quasiment tout seul, enfin, qui a fait le plein, la majorité du plein de ses voix, dès le premier tour, puisqu'il était le candidat unique de la gauche. Et Giscard d'Estaing, ce truc incroyable, qui est de dire, au fond, ne faisons rien. Parce que si on commence à faire, on va créer des mécontentements. Si on commence à dire aux uns non, on ne fait rien. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on attendra, et on attend encore, la deuxième proposition de Giscard d'Estaing, qui n'apparaît pas. Parce qu'évidemment, lui, il n'a pas de deuxième proposition. Lui, son truc, c'est de ne rien faire. La deuxième proposition, qui était en fait, qu'on connaît quand même, qui était celle beaucoup plus la branche dure de Poniatowski, qui était par exemple de dire il faut que vous dénonciez le communisme larvé, le socialisme qui va envahir la France avec Mitterrand, etc. Giscard d'Estaing, il n'a pas du tout envie de jouer cette carte-là. Alors il les laissera faire, il laissera Pognat, Dornano crier au loup, et lui ne le fera pas. Et c'est là où il rejoint fondamentalement, c'est pas le propos de Depardon, mais ce que filme Depardon. Et ce que filme Depardon, c'est effectivement, en termes politiques, une non-campagne, ou en tous les cas, en termes du discours politique, une absence de campagne. Une absence réellement à part, au fond, je suis là, je vous propose ça. Il le dit, je suis rassurant, je rassure les gens. Je suis un type rassurant, donc ils vont élire quelqu'un de rassurant. Et il faut donc que je sois rassurant. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, et c'est ce que montre très très bien Depardon. Donc en prenant acte de ça, et en disant, c'est pas la peine de montrer ce qu'il dit, il ne dit rien, il ne s'engage pas, il est en retrait. Donc je vais montrer quoi? Eh bien, je vais montrer le rituel médiatique de ce processus, c'est-à-dire je vais montrer la foule. Giscard d'Estaing lui dit à un moment, vous avez bien filmé la foule, hein? Très bien. Alors on filme la foule, on filme beaucoup, et ça c'est la sensibilité de Depardon, mais c'est pas rien. Il filme beaucoup les rituels médiatiques, les caméramans autour de lui, les photographes autour de lui, la foule des photographes devant Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing prend la parole, terminé. Hop, c'est fini. Les photographes s'en vont, Depardon s'en va. Il y a ce moment extraordinaire où le débat d'entre les deux tours, le premier grand débat à la télévision des deux candidats du deuxième tour, hein, qui était vraiment une première dans l'histoire et de la politique française et de la télévision, le débat Giscard-Mitterrand. Depardon filme avant, il filme plus Giscard, c'est normal, un peu, on voit un tout petit peu Mitterrand, c'est fou comme Mitterrand, et d'ailleurs le reste est absent du film. Il filme un peu les choses, le studio, Duhamel qui s'occupe de ça, Jacqueline Baudrier qui était la co-présentatrice qui va vers Giscard d'Estaing, etc. Il filme l'immense nuée des photographes qui évidemment immortalisent le moment avant le début du débat, et c'est fini. Il n'y a pas un plan, une ligne, il n'y a pas une photo, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un moment du débat. Il n'y a pas les petites phrases du débat, etc., ce qui feront les délices ensuite de la classe politique et des citoyens français. Depardon ne filme pas ça, ou plus précisément, il ne le monte pas. Peut-être l'a-t-il filmé, on peut imaginer qu'il l'a filmé, mais
il fait exactement ce que font ses collègues journalistes, c'est-à-dire on leur dit retirez-vous, ben, ils se retirent. Et ils se retirent en partie, certainement, pour ne pas filmer ce qui fondamentalement ne l'intéresse pas et ce dont il pense que ce n'est pas ce qui va intéresser les gens. Parce que, comme je le disais, il y a quand même, et ça procède du discours, ça procède de l'intention. Une œuvre d'art, c'est ce qu'on y met et ce qu'on n'y met pas. Et dans le film de Raymond Depardon, il y a des disparitions, comme chez Georges Perec, très étranges. Il arrive à faire un film sur la campagne d'un candidat du second tour notamment, qui est donc face à un autre candidat. Eh bien, cet autre candidat, on ne le voit pas. On ne voit pas François Mitterrand, à part, je vous le dis, une fois, dans le studio d'enregistrement de l'émission. On ne le voit pas. C'est quand même faramineux. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est confronté à quelqu'un d'autre, qui va faire à peu près le même score, eh bien, le candidat d'en face disparaît. Parce qu'effectivement, il s'agit de montrer une solitude, l'autre, mais pas celle du camp d'en face, et il s'agit de faire le focus sur la campagne de Giscard d'Estaing et Giscard d'Estaing. C'est un choix, c'est un choix. C'est donc pas du cinéma vérité. Le cinéma vérité, ce serait de montrer les deux candidats face à face, etc., parce que c'est l'enjeu de la campagne. Non, non, le candidat n'est pas là. Disparition du discours politique, je l'ai largement développé. Le discours politique disparaît. Les meetings ne sont que des filmages de foule et certainement pas du filmage d'élaboration d'un discours. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce qu'il filme Depardon, allez-vous me dire, Aurélie? Et vous aurez raison. Qu'est-ce qu'il filme? Eh bien, il filme le mouvement. Et ça, il n'y a pas tout à fait tort, parce que la différence entre la photographie et le cinéma, ben, c'est le mouvement. Alors, il filme le mouvement. Et ça, on sent qu'il y a certainement en plus, là aussi, il y a conjonction. Giscard veut qu'il filme ça, et Depardon, ça l'intéresse de filmer le mouvement. Alors, il filme quoi? Des voitures, des avions, des hélicoptères, des trains. Il filme même, effectivement, des trajets à pied. Mais les trajets à pied, même à pied, même on ne va pas vite à pied, mais on bouge à pied. Donc, il filme ça. Il filme un candidat ou quelqu'un dont on sait par ailleurs qu'il est candidat, mais finalement, c'est pas ça qui le différencie. Quelqu'un dans un avion, un hélicoptère ou un train, qui soit candidat ou pas candidat, c'est pas le problème. Donc, il filme quelqu'un qui est en mouvement. Et Depardieu colle à la semelle du dit candidat. Il est comme un chien au basque de Giscard d'Estaing. Il est comme le labrador de Giscard d'Estaing, il est toujours dans ses pieds, toujours dans ses pattes. Il le colle. Et ça, c'est un projet de cinéma. Parce que ça, c'est effectivement un discours qu'on peut retrouver chez d'autres cinéastes. Et notamment parce qu'il le filme de dos. Et oui, comme Rossellini le faisait, et comme les frères Dardenne le feront bien des années plus tard. Ils filment le candidat de dos. Pourquoi? D'abord parce que ça permet de ne pas se montrer à Giscard d'Estaing, et donc de le laisser évoluer sans caméra sur lui, et qu'au fond, que voit-on alors? Ce que voit Giscard d'Estaing. C'est magnifique. C'est effectivement, du côté du point de vue, c'est très malin. C'est-à-dire qu'on est, je ne dis pas que c'est tout le temps, hein, dans une voiture, il le filme de face, bien évidemment, ou de profil, mais à bien d'autres moments, on voit ce que voit Giscard d'Estaing. Et ça, c'est évidemment un propos. C'est évidemment une volonté de filmage qui appartient à un metteur en scène, et certainement pas à un gars qui aurait sa caméra et qui filmerait comme ça, n'importe comment, n'importe qui. Bon. Et puis, il y a ce mouvement permanent, presque, et puis il y a des scénettes. Voilà, il filme des petites scènes avec ses filles, avec sa femme, avec ses conseillers, avec des gens dans la rue, avec son chien, c'est des petites scénettes. Ça n'a pas d'autre utilité, d'autre comment dirais-je, d'autre existence que, effectivement, de ce que Depardon a envie de montrer. Tout ça, c'est juste pour dire qu'effectivement, le filmage de dos, le fait qu'on filme les salles et non pas le candidat en priorité, qu'on filme des petites scènes, tout ça pour montrer qu'effectivement, ce qui importe à Depardon, c'est
clairement d'affirmer que ce documentaire, c'est son documentaire. Voilà. C'est certes une œuvre de commande, mais que c'est aussi, peut-être d'abord, et finalement ça reste dans l'histoire comme ça, son documentaire. Alors, peut-être juste en double conclusion, si vous voulez bien, deux petites choses. D'abord, pour peut-être donner l'envie à ceux qui nous regardent de prolonger ce premier film de Depardieu. Et après tout, c'est très bien de commencer par un premier film. C'est pas toujours facile. Dans nos expériences de spectateurs, on voit des films un peu par hasard, etc. Bon, c'est très bien de commencer à voir Truffaut avec les 400 coups, et c'est très bien de commencer à voir Depardieu avec une partie de campagne. Tellement il pose des choses qui vont arriver. Alors, les choses qui vont arriver, c'est qu'effectivement, maintenant, il a à peu près une bonne vingtaine de longs métrages à son actif. Il est toujours actif, toujours vivant, donc on espère qu'il y en aura d'autres. Mais on peut repérer comme ça des grands pans de ces thématiques. Alors, il y a eu beaucoup de choses sur l'Afrique, qui est un continent que Raymond Depardieu affectionne, mais qui, là, pour le coup, qui n'est pas présent dans une partie de campagne. Il y a en revanche deux pans entiers qui sont annoncés par une partie de campagne. D'une part, tout ce que Raymond Depardieu fera sur, on va dire, pour aller vite, presse et politique, c'est-à-dire il fera un long métrage sur la création d'un quotidien, Le Matin de Paris. Il fera un reportage, un film qui s'appellera Reporter, sur effectivement ses petits amis reporters. Et là, on retrouvera les Chirac, Mitterrand, Rocard, etc. Un autre film qui s'appelle Les années déclic, toujours sur la photographie. Et puis, il fera aussi des films très importants sur effectivement ce qu'il appelle ces institutions et l'envie de plonger dedans. Alors, il y aura l'asile psychiatrique, la police, un commissariat, un tribunal, un service d'urgence, là aussi psychiatrique. Tout ça, ça s'appelle l'urgence. Tout ça fait des films absolument passionnants. Et puis un beau travail aussi de mémoire sur à travers ses parents qui étaient des paysans. Eh bien, un très beau travail de mémoire sur ce que c'est que les paysans maintenant. Le film s'appelle, enfin, il y a plusieurs films, mais le dernier s'appelle La vie moderne, et c'est un merveilleux film documentaire sur la fin d'un monde paysan, quelque part la fin du monde de ses parents. Alors, on dit un peu trop souvent, et ce sera ma conclusion, que le cinéma français n'est pas à l'aise avec la politique. Et à ce moment-là, on nous dit, mais regardez Hollywood, mais les films américains, mais c'est tellement mieux, mais ils en parlent. Bon. Je pense toujours qu'il faut un peu se méfier de ce genre de clichés, qu'il faut un peu les relativiser. Que, après tout, moi je me dis parfois, la rareté est peut-être plus intéressante parce finalement elle entraîne des choses de très grande qualité, alors pas très souvent, mais de très grande qualité. Est-ce qu'il vaut mieux l'inverse? Très 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 souvent, et de qualité moyenne. Bon, chacun se fera son opinion. Dire en tous les cas, par exemple, que le documentaire politique en France, il y a eu des choses tout à fait passionnantes. Je conseillerais la vision d'un film de Christophe Ostenberger qui s'appelle La conquête de Clichy sur une élection municipale. Il y a les documentaires télévisés d'Yves Geland ou de Serge Moati sur des campagnes électorales à Paris notamment, ou des campagnes présidentielles. Et puis je ne peux pas m'empêcher de dire deux petits mots, d'une part d'un film de cinéma d'Yves Geland, qui s'appelle Le Président, et qui était consacré à Georges Frêche, et qui est une sorte d'hommage, conscient, inconscient, peu importe, au film de Raymond Depardieu en 1974, une partie de campagne, parce qu'il suit, dans une campagne électorale, l'omnipotent, le délirant, mais en même temps l'incroyable ogre de Montpellier, qui était Georges Frêche, et avec le même présupposé, y compris stylistique, que Raymond Depardieu dans une partie de campagne. Et puis, dans un tout autre registre, parce que là, il y a du commentaire et des entretiens, donc on n'est pas du tout dans la veine de Depardieu, mais c'est intéressant aussi de creuser cette autre veine-là du cinéma documentaire politique. Un ensemble qui fait juste 7 films, de 1989 à 2001, qui s'appelle Marseille contre Marseille, et qui, alors là, est aucune série télévisée n'arrivera à la cheville de cette série documentaire qui montre comment, après la mort de Gaston Defferre, il y a eu cette succession de candidats, de maires, ils se tuent, ils se poignardent, c'est la tragédie grecque au soleil marseillais, c'est extraordinaire. Et un dernier mot pour conclure peut-être sur le fait que
là aussi, il ne faut pas non plus minimiser ce que, de temps en temps, le cinéma de fiction français peut apporter à la réflexion ou le regard sur le politique. Et je pense à 4 films assez récents, vraiment, qui ont, je crois, donné ou redonné, enfin, continuent de donner ces lettres de noblesse au cinéma politique français. Il y a 2 films de Pierre Scheller. L'un, c'est L'exercice de l'État, qui est un remarquable portrait de ministre, d'une intelligence, d'une crédibilité, d'une véracité étonnante. Et il y a un autre film extrêmement politique qui concerne la politique d'il y a quelques siècles, mais qui est bigrement d'actualité, et qui s'appelle Un peuple et son roi, et qui montre comment la nation française, en quelque sorte, s'est créée, et sur des présupposés politiques, et notamment le discours politique, avec cette question de la mort du roi. Et c'est vraiment un film politique de fiction relative, très très intelligent. Et puis il y a un jeune cinéaste là aussi, de la même génération à peu près que Scheller, mais qui s'appelle Nicolas Pariser, et qui récemment nous a donné Alice et le maire, avec un Lucchini en mer de Lion qui est plus vrai que nature et qui a une belle réflexion aussi sur ce que ça veut dire l'action politique et ses impasses. Et auparavant, il avait fait un film sur la tentation, on va dire, d'extrême gauche en France, qui s'appelle Le Grand Jeu, avec André Dussolier, qui parle aussi des services secrets, enfin des services de renseignement intérieur, etc., et qui, là aussi, est d'une belle véracité et d'un bel talent sur le cinéma politique. Moi, ce qui m'intéresse au fond dans ces 4 films-là, et puis dans quelques autres, c'est qu'on s'éloigne de la tendance un peu trop facile, parfois des films sur la politique, qui est la caricature. Tous pourris, voilà, cette façon-là. On peut penser à Jean-Pierre Mocky, dont les films me font hurler de rire, enfin, c'est pas douteux. Mais il est bon que de temps en temps, le film de fiction se rapproche du film documentaire de Raymond Depardon, pour aller vers un peu de véracité et de trouver, de nous montrer à travers la fiction ce que Depardon, à travers le documentaire, nous montre, c'est-à-dire essayer de voir un peu une part de vérité qui est une fois de plus seulement et seulement une part de vérité, celle en l'occurrence de Raymond Depardon. Donc vraiment, si j'ai un conseil, c'est de voir, de revoir régulièrement 1974, une partie de campagne de Raymond Depardon. Merci. Alors, s'il y a des questions, éventuellement, je serai Merci ravi. beaucoup, Laurent Delmas, en tout cas, pour cette masterclass sur ce film. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que, mesdames, du coup, vous avez envie de participer, de poser des questions? Moi, je veux bien poser une question. Bonjour. Bonjour. Je voudrais juste savoir si M. Depardon a été content de son film. Mais oui, c'est une très bonne question. Oui, il est très content de son film, bien sûr. Et c'est ça qu'il a, d'ailleurs, ça l'a miné. Hein, rendez-vous compte quand même qu'on l'a empêché de sortir le film pendant des années et des années. Et il a vraiment confié ça sur un plateau de télé. Une fois le film sorti, il a dit que c'était terrible de devoir, en quelque sorte, devoir refaire un premier film, si vous voulez, en sachant qu'au moins ce film-là sortira. Donc, longtemps, son premier film a été mis dans les tiroirs. Et il disait, c'est comme un romancier à qui qui ferait son premier roman, que tout le monde aimerait bien, et puis qui sort pas. Et il dit, c'est affreux de faire ça à un auteur, c'est affreux de faire ça à un créateur. Et il en a même à un moment, d'ailleurs, conçu du ressentiment à l'égard du film. Et il ne fallait plus lui en parler. Donc, au moment où Giscard d'Estaing, pour des raisons peut-être de politique interne, d'ailleurs pour embêter Chirac, mais peu importe, au moment où Giscard d'Estaing décide de faire en sorte que le film puisse sortir, Depardon reprend en quelque sorte la main sur le film, mais avec il y a une sorte d'amertume que ce film était autant à la fois vilipendé par Giscard d'Estaing, censuré, mis dans les tiroirs, mais il en était, lui, tout à fait content, et c'est pour ça qu'on peut l'analyser comme un film de Raymond Depardon. Si c'était réellement un pur film de commande, et qui serait une sorte de machine de guerre giscardienne,
entre nous, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt ou ça n'aurait qu'un intérêt historique, documentaire. Voilà, ce sera inversé au rang de la communication politique. Bon, or, ça n'est pas un film là-dessus. Ça n'est pas, enfin, l'essentiel du film, c'est, je le répète, un film de Raymond Depardon. Et tout ce qu'il fera après, tous ces autres films, c'est pour ça que j'ai tenu un peu à en parler, en finale, montreront des choses qui sont déjà dans 1974, une partie de campagne, et que Raymond Depardon s'appliquera à développer, déployer sur d'autres territoires avec d'autres personnes, etc. Mais on retrouvera dans les films suivants, on trouvera des choses nouvelles, bien évidemment, mais on trouvera aussi ce qu'on va appeler la marque de fabrique de Raymond Depardon. Donc une fois de plus, oui, Raymond Depardon tout à fait fier, et à juste titre, de ce film qui est enfin devenu son premier film, parce qu'on peut le voir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, on va pouvoir clore. Merci beaucoup, Laurent Delmas. C'était vraiment super de vous avoir avec nous sur ce film pendant une heure même. Mais j'étais pas... Vraiment, merci beaucoup. Et merci. On se retrouve, je crois, pour une prochaine masterclass sur peau d'âne. Je mets ma peau d'âne et je viens vous en parler. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.